Salut à tous et bienvenue sur ce 32e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec, entre autres, Solaro Capital qui a finalement déposé le bilan, le Bridge d'Harmony victime d'une attaque provenant potentiellement de Corée du Nord, HTC qui annonce un portable pour le métaverse, l'Europe qui va imposer la travel rule aux crypto, ou encore la SEC qui a rejeté l'ETF Bitcoin de Grayscale. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous invite également à venir me suivre sur mon Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. On débute les actualités du lundi avec le fonds d'investissement Solaro Capital qui continue de montrer des signes inquiétants. Et pour vous remettre dans le contexte, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, ce fonds d'investissement spécialisé dans le secteur crypto avait subi une liquidation de 400 millions de dollars suite au crash du Luna, faisant ainsi planer un risque d'insolvabilité auprès de leurs prêteurs. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait la société Voyager Capital qui avait annoncé être en difficulté à cause d'un prêt de 15 250 BTC et de 350 millions d'USDC qu'ils avaient accordé à Solaro Capital. Et finalement aujourd'hui, le fonds d'investissement est officiellement en défaut de paiement vis-à-vis de Voyager, car ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour honorer leurs dettes. A savoir que d'après leur déclaration, Voyager Capital ne compte pas en rester là, car ils ont annoncé être actuellement en recherche de solutions pour se faire rembourser par Solaro Capital. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on a vu Sam Bankman-Fried qui était intervenu au travers de son fonds Alameda Research, en leur accordant une ligne de crédit de 200 millions de dollars et de 15 000 BTC pour aider la plateforme à traverser cette crise. Et donc au final, pour vous résumer la situation, on a le crash de Luna qui a mis en difficulté Solaro Capital, qui met désormais lui aussi en danger ses partenaires à cause de leur incapacité à honorer les emprunts qu'ils ont contractés. Et en parlant de cyberattaque, voici une petite mise à jour suite à l'attaque du Bridge d'Harmony. Mais avant, voici un petit rappel des faits. La semaine dernière, un attaquant avait réussi à compromettre des signatures qui lui ont donné accès aux fonds qui étaient sur le Bridge d'Harmony, et il était parvenu à retirer 85 860 Ethers. Et je précise que suite à cet événement, les équipes ont fait appel aux autorités nationales ainsi qu'à des spécialistes de ce type d'attaque. Et aujourd'hui, le projet tente le tout pour le tout en proposant une prime d'1 million de dollars ainsi que l'abandon des poursuites si l'attaquant retournait les fonds sur le bridge. A savoir qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, mais que ce n'est pas impossible, car je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le hacker de la solution de deuxième couche Optimism avait retourné 17 millions de tokens OP sur les 20 millions qu'il avait subtilisés. Et en parlant de hackers, on a le groupe d'activistes Anonymous qui a pris position dans l'affaire Terra. En effet, dans une vidéo postée hier soir, le groupe met en avant le fait que Do Kwon s'était montré extrêmement arrogant en disant que son projet était meilleur que les autres, et il rappelle également les récentes accusations venant des témoignages internes qui accusent le fondateur d'avoir détourné 2,7 milliards de dollars. Et il rappelle également que Do Kwon était derrière le projet de stablecoin Basis Cash qui avait fini par lui aussi s'effondrer, et ils estiment que le fondateur de Terra avait de mauvaises intentions dès le début de la création de Terra. Et donc par conséquent, ils annoncent qu'ils vont également mener leur enquête comme de nombreux régulateurs, et ils vont particulièrement chercher à mettre en lumière le passé de Do Kwon depuis son arrivée dans le secteur crypto. Et donc pendant que le fondateur clame son innocence dans les médias et sur les réseaux sociaux, il semblerait que son passé pourrait potentiellement être exposé en place publique, et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description la vidéo des Anonymous. Et pendant ce temps, on a Coinbase qui lui montre au contraire des signes moins positifs. En effet, je vous rappelle que depuis quelques temps, l'entreprise cherche à faire des économies en réduisant par exemple ses équipes, ou alors en diminuant les récompenses pour les liens d'affiliation, ou encore plus récemment en intégrant Coinbase Pro à Coinbase pour gagner sur les frais de transaction. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'agence de notation Moody's avait abaissé la note de Coinbase, et aujourd'hui c'est au tour de Goldman Sachs d'abaisser leur note en la passant de neutre à vendeur. Et ils ont également abaissé leur cible en termes de prix de 70 $ à 45 $ à cause des baisses de revenus de l'entreprise. Bref, alors que d'autres acteurs du secteur crypto sont en train de profiter de la crise pour prendre des parts de marché, on voit que, au contraire, Coinbase est passé en mode survie, et donc de facto, ils ont une perte de confiance des investisseurs. On débute les actualités du mardi avec l'attaque du Bridge d'Harmony. Et pour rappel, la semaine dernière, un hacker avait réussi à accéder aux fonds sur le pont nommé Horizon en compromettant 2 des 5 signatures qui servaient de clé de sécurité, et il avait pu dérober l'équivalent de 100 millions de dollars de différentes cryptos. Et suite à cette attaque, ils ont contacté les autorités nationales, et hier ils ont même proposé une prime d'1 million de dollars à l'attaquant s'il retournait les fonds.
Mais visiblement l'attaquant n'a pas envie de négocier, étant donné qu'aujourd'hui on a appris qu'il a commencé à blanchir les fonds via l'outil Tornado Cash. A savoir qu'à l'heure actuelle, ce serait environ 24 000 ETH qui auraient déjà été blanchis, soit l'équivalent de 29 millions de dollars. Et donc là, malheureusement, on voit très clairement que les personnes touchées par cette attaque ont très peu de chances de revoir leurs fonds. Et pendant ce temps, en Russie, on a la Douma d'État, soit l'équivalent du Parlement, qui vient d'approuver une loi qui impacterait la TVA pour les entreprises qui proposent des services crypto. En effet, la loi qui vient d'être validée par la Douma pourrait exonérer de TVA la vente de tokens nouvellement émis, et elle abaisserait également la taxation des plus-values de 20% à 15% pour les entreprises crypto étrangères et 13% pour les entreprises du pays. Et je vous rappelle qu'en France, cette taxe sur la plus-value est de 30%. A savoir que pour être appliquée, cette loi doit encore être validée par le Conseil de Fédération ainsi que Vladimir Poutine. Et donc si cette loi venait à être approuvée dans le pays, cela démontrerait encore une fois que la Russie est rentrée en phase d'adoption du secteur crypto, car je vous rappelle qu'il y a une semaine, on avait appris que l'organisation gouvernementale Rostec avait déclaré qu'elle était en train de travailler sur leur propre système de paiement international basé sur la blockchain. Et en parlant d'adoption, on a HTC, le constructeur de smartphones, qui a dévoilé hier son portable qui sera optimisé pour le métaverse. En effet, le portable qui se nommera Desire 22 Pro va intégrer des applications qui faciliteront l'interaction avec leur casque de réalité virtuelle ViFlow, en proposant par exemple la diffusion directement dans le casque de réalité virtuelle de contenus provenant de la plateforme Twitch, Disney et Netflix. Et ils ont également annoncé qu'il y aura plusieurs applications qui faciliteront l'accès à leur métaverse qui se nomme Weverse, où l'on pourra créer notre propre avatar et rencontrer d'autres personnes, mais également produire ses propres NFT et les échanger via le wallet crypto qui intégrera les actifs basés sur les blockchains Ethereum et Polygon. Et pour ce qui est du portable en soi, il s'agit d'un téléphone moyenne gamme qui coûtera 449 € et pour le moment, aucune date de lancement n'a été annoncée. Et quand on sait que la semaine dernière, on avait également eu Solana qui avait annoncé un téléphone avec des fonctionnalités se servant de la blockchain, on voit désormais que la course à l'adoption du secteur crypto et blockchain par les constructeurs de téléphones est désormais lancée, et vous pouvez être certain que Apple doit avoir quelques dingueries dans ses laboratoires, et quand ça sortira, il faudra s'attendre à une accélération de l'adoption. Mais revenons au secteur crypto avec Ripple qui nous montre des signes de bonne santé financière durant la crise que l'on traverse. En effet, à l'instar de FTX et de Binance, la société Ripple annonce qu'elle continue de s'étendre en ouvrant des bureaux ainsi qu'un centre d'ingénierie au Canada. À savoir que les bureaux auront pour but de soutenir leur implantation dans la région, et pour ce qui est des centres d'ingénierie, ils vont embaucher 50 ingénieurs qui auront pour but de stimuler davantage l'innovation en matière de crypto-monnaie au Canada. Et la société précise qu'ils ambitionnent d'avoir un total de 100 ingénieurs à l'avenir. Bref, alors que les marchés crypto sont en berne et qu'ils sont toujours en procès avec la SEC, on voit que Ripple est solide financièrement et se permet même d'étendre ses activités. Et toujours en parlant d'expansion de services, on a Ledger qui va désormais proposer à ses clients de générer des rendements avec leurs cryptos. En effet, jusque-là, la société Ledger ne proposait pas de faire travailler ses cryptos sur la DeFi via son application Ledger Live, mais ce sera désormais possible grâce à un partenariat avec Alchemy Earn, qui est un protocole DeFi de prêt et d'emprunt sur la blockchain Ethereum. Et donc désormais, il est possible de générer environ 10% de rendement sur ses ETH, ses USDC et ses wraps BTC via la DeFi tout en conservant la haute sécurité que propose le... On débute les actualités du mercredi avec Sorare qui signe un énorme partenariat. En effet, on apprend aujourd'hui que Kylian Mbappé vient de rejoindre Sorare en tant qu'investisseur et également en tant qu'ambassadeur. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Sorare, il s'agit d'une plateforme où les utilisateurs peuvent acheter, échanger et gérer des équipes virtuelles en achetant des cartes de joueurs au format NFT. A savoir que le jeu est disponible depuis 2019 et jusque-là, il se concentrait uniquement sur le football, mais plus récemment, ils ont commencé à proposer le même type de plateforme pour le baseball. Et je précise qu'il s'agit de la 4e startup française avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars, et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, une carte de Kylian Mbappé avait été vendue pour 416 000 €. Et donc dans ce partenariat, Kylian Mbappé va participer au développement de la plateforme en étant investisseur et ambassadeur, et Sorare s'est engagé à soutenir l'association Inspired by Kylian Mbappé, qui a pour but d'accompagner 98 jeunes principalement issus de milieux défavorisés pour les aider à réaliser leurs rêves. Bref, un très joli partenariat pour Sorare, et qui en plus permettra de donner un coup de pouce à une association qui œuvre pour l'avenir de 98 jeunes. Et d'ailleurs en parlant d'adoption, on a une nouveauté chez Ethereum qui va permettre de nombreuses applications aux NFT. En effet, aujourd'hui un nouveau standard de jetons a été implémenté sur la blockchain Ethereum, et ce nouveau standard qui se nomme ERC 4907 va permettre de mettre en location des NFT.
Et concrètement, ça veut dire que cette nouveauté permet de dissocier la propriété d'un NFT des droits d'utilisation de ce NFT. Et les applications auxquelles on pourrait penser, ce serait par exemple un collectionneur de vêtements au format NFT qui pourrait ouvrir un genre de magasin de location pour les personnes qui veulent assister à un événement dans le métaverse, ou encore la possibilité de mettre en location des terrains pour des événements ponctuels, ou encore on peut imaginer un joueur dans un jeu vidéo qui a des armes très puissantes et qui pourrait donc générer des revenus en proposant à la location ses armes. Bref, vous l'avez compris, il y a un grand nombre d'applications possibles pour ce jeton 4907, et cela permettra prochainement aux propriétaires de certains NFT de construire de véritables entreprises dans le métaverse, participant ainsi à la création d'une véritable économie interne au métaverse. Et pendant ce temps, du côté de 3Arrow Capital, ça commence à sentir la fin. Et je vous rappelle tout d'abord qu'il y a quelques jours, le fonds d'investissement était officiellement en défaut de paiement sur un prêt de 15 250 bitcoins et 350 millions d'USDC contractés auprès de Voyager Digital. Et désormais, la Cour de justice des îles britanniques a décidé qu'il était temps d'arrêter le massacre, et ils ont donc placé la société en liquidation, leur imposant ainsi légalement de déposer le bilan. A savoir que pour le moment, on n'a pas d'informations sur les conditions de liquidation ainsi que la date effective, et on ne sait pas également si les nombreux créanciers pourront être remboursés, faisant ainsi planer la menace d'une nouvelle vague de liquidation des acteurs crypto qui étaient exposés à 3Arrow Capital. Et pendant ce temps, en Europe, le Parlement fait marche arrière sur la surveillance systématique des wallets non hébergés. En effet, à l'issue d'une réunion qui a eu lieu ce mercredi, un accord a été conclu pour finalement ne pas imposer une vérification de l'identité lors de n'importe quel transfert vers les wallets non hébergés, car l'accord qui a été trouvé va imposer une vérification de l'identité du propriétaire du wallet à partir du transfert de 1000 €. Et donc avec cet accord trouvé entre le régulateur européen et les professionnels du secteur, tous les transferts en dessous de 1000 € et également n'importe quel transfert entre des wallets non hébergés ne demanderont pas de KYC. A savoir qu'à l'heure actuelle, les outils pour vérifier l'identité d'un wallet non hébergé n'existent pas encore, et donc les acteurs vont devoir développer ces outils afin de se confirmer à cette potentielle nouvelle loi. Et pour ce qui est des transferts entre les plateformes d'échange, tous les transferts sans exception seront soumis à une vérification d'identité, et donc concrètement c'est une application de la Travel Rule encore plus sévère que pour le secteur financier traditionnel, car cette vérification d'identité n'est faite qu'à partir de 1000 € dans le secteur financier traditionnel. Et je précise que ces lois doivent encore être validées par le Parlement européen lors d'un vote qui aura lieu vers septembre ou octobre. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand le Parlement votera. Et on continue avec les mises à jour sur l'actualité, avec maintenant un petit point sur la suite de l'attaque du Bridge d'Harmony. Et pour rappel, le Bridge Harmony a été hacké il y a quelques jours de l'équivalent de 100 millions de dollars en crypto, et les équipes du projet avaient proposé une prime de 1 million de dollars pour retourner les cryptos, mais la personne derrière l'attaque n'avait visiblement pas l'intention de négocier, car elle a commencé à blanchir les fonds via l'outil Tornado Cash. Et aujourd'hui, on apprend que les équipes d'Harmony ont augmenté leur prime à 10 millions de dollars, et dans le même temps, d'après une analyse de la firme d'analyse de données blockchain Elliptic, on apprend que cette attaque aurait pour origine le groupe Lazarus, qui est, je vous le rappelle, le groupe de hackers au service du régime nord-coréen. A savoir que pour faire cette hypothèse, la firme a annoncé qu'elle est parvenue à retracer les mouvements des cryptos qui ont été volés même au travers du protocole Tornado Cash, qui permet, je vous le rappelle, de mixer plusieurs cryptos pour finalement en sortir avec des cryptos qui n'ont rien à voir avec l'attaque. Et donc la firme serait parvenue entre guillemets à démixer le chemin parcouru par les jetons pour au final voir où sont arrivés les tokens dérobés. Et je précise que pour le moment il n'y a pas de certitude à 100% qu'il s'agisse bien du groupe Lazarus, mais plusieurs indices semblent confirmer cette théorie, comme par exemple le créneau de l'attaque qui correspond à la zone géographique de la Corée, mais également le mode opératoire de l'attaque ainsi que le blanchiment, qui sont similaires à celui de l'attaque du réseau Ronin qui avait été attaqué par Lazarus il y a plusieurs semaines. Et finalement, les équipes d'Elliptic ont déclaré qu'ils allaient continuer de tracer les mouvements des portefeuilles suspectés, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations. Et on reste dans les mises à jour avec Napster qui nous ont dit un peu plus sur son développement. Et tout d'abord, je vous rappelle que la plateforme de musique iconique des débuts d'Internet avait été rachetée il y a un mois par Algorand en collaboration avec le fonds d'investissement Hivemind, dans le but de faire basculer la plateforme vers le Web3. Et aujourd'hui, la plateforme avance dans ce projet en dévoilant son Light Paper, qui est, je vous le rappelle, une version condensée du White Paper qui définit les objectifs du projet en question. Et dans ce Light Paper, Napster dévoile la manière dont elle va faire pivoter la plateforme vers le Web3 en implémentant un token qui se nommera Napster et qui servira à mettre en relation les artistes et les fans. Et ce token Napster devrait être compatible avec plusieurs blockchains et il y en aura 10 milliards d'unités qui seront réparties entre les fans, les artistes, les développeurs, les détenteurs de droits, ainsi que les partenaires stratégiques du projet.
Et pour ce qui est des applications du token, il servira à s'abonner aux services de streaming musicaux, et il donnera également accès à des contenus exclusifs des artistes, et il permettra également l'achat de biens et services sur la plateforme. A savoir que pour le moment, il n'y a toujours pas de date de lancement annoncée, et comme d'habitude, je vous tiendrai au courant dans le Daily Crypto quand on aura plus d'informations. Et pendant ce temps aux USA, on a la SEC qui a rejeté pour la deuxième fois l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. En effet, sans grande surprise, la SEC a de nouveau pris la décision de rejeter cet ETF malgré un travail de communication acharné par les équipes de Grayscale. Et la raison principale de ce rejet qui a été donné par la SEC est que leurs produits financiers n'étaient pas à la hauteur sur les questions de protection des investisseurs contre les manipulations de marché. Et je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Grayscale avait annoncé qu'elle poursuivrait en justice la SEC s'ils venaient à refuser encore une fois leur ETF, et visiblement ce n'était pas du bluff car juste après cette annonce, l'entreprise a déclaré qu'elle avait entamé des procédures judiciaires pour faire réclamation de cette décision. Et donc ici on voit un nouveau feuilleton qui va désormais débuter, et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation entre Grayscale et la SEC. On débute les actualités du vendredi avec Meta qui fait un pas de plus dans l'adoption des NFT. A savoir que dans le groupe Meta, on avait Instagram qui avait déjà annoncé une intégration future des NFT qui permettra aux utilisateurs de partager leurs œuvres numériques au format NFT via les blockchains Ethereum et Polygon dans un premier temps. Et aujourd'hui, c'est au tour de Facebook d'officialiser leur entrée dans le secteur des NFT en proposant prochainement aux utilisateurs de pouvoir également partager leurs NFT sur leur fil d'actualité ou encore de s'en servir comme des photos de profil en connectant leur wallet. Et la société a également annoncé qu'à l'avenir, il devrait y avoir une interopérabilité entre les plateformes pour les publications de contenu NFT, et donc il y a de fortes chances que Facebook utilise les mêmes blockchains que Instagram. Et dans le même temps, la société Meta a annoncé que les équipes de Messenger et WhatsApp étaient également en train de travailler sur l'intégration des NFT. Et je précise que pour le moment sur Facebook, la fonctionnalité est disponible pour certains utilisateurs sélectionnés aux États-Unis, et à l'heure actuelle, il n'y a aucune date de lancement officielle pour cette nouvelle fonctionnalité. Mais revenons dans le secteur crypto avec The Sandbox qui continue de s'étendre avec ses deux annonces. La première est que le projet qui est initialement bâti sur la blockchain Ethereum va désormais permettre via un bridge le transfert de tokens Sand et Land vers Polygon, qui est, je vous le rappelle, une solution de deuxième couche d'Ethereum qui permet d'avoir des transactions plus rapides, moins chères et ayant un impact réduit sur l'environnement. Et la deuxième annonce qu'ils ont fait est l'intégration du wallet de Coinbase, ce qui devrait en théorie apporter un grand nombre d'utilisateurs à l'univers numérique de The Sandbox. Bref, que des bonnes annonces pour le projet qui continue sa croissance et qui, il semblerait, fait des gens yeux chez Meta, car d'après des rumeurs, le géant des réseaux sociaux souhaiterait les racheter. Et on continue de parler de projets qui continuent à bâtir leur avenir avec aujourd'hui Elrond qui a annoncé la Jungle Dex. Et le Jungle Dex, c'est quoi me direz-vous? Eh bien, pour reprendre les termes des équipes d'Elrond, il s'agit d'un terrain de jeu pour l'innovation. Et concrètement, il s'agit d'une plateforme où les projets peuvent venir lancer leur token et ainsi émettre un jeton au format ESDT, qui est, je vous le rappelle, l'équivalent de l'ERC20 pour Ethereum. Mais la différence avec le MaiarDex est que les règles de listing sont grandement allégées, permettant ainsi à n'importe quel projet d'avoir accès aux capacités de la blockchain Elrond ainsi qu'à leur communauté. Et l'avantage de cette plateforme est qu'elle permettra à n'importe quel projet, même de petite taille, de pouvoir profiter des performances et de la sécurité de la blockchain Elrond, ce qui devrait permettre d'attirer un grand nombre de projets, et par la sélection naturelle, il devrait en sortir des projets à haut potentiel. Mais l'inconvénient, comme le soulignent de nombreux commentaires sous le tweet de l'annonce du DEX, c'est qu'avec l'ouverture à n'importe quel projet, il va forcément y avoir des arnaques qui se glisseront parmi les bons projets, et donc le risque est que les investisseurs non avertis risquent de tomber sur des projets véreux. Mais bien sûr, les équipes sont bien conscientes de ce point, et c'est pour cela qu'ils avertissent avec plusieurs messages que le Jungle Dex est une plateforme où il faut investir en étant prudent. Et comme l'a précisé Benjamin Minkou dans son tweet, il s'agit d'une plateforme expérimentale, et donc seul l'avenir nous dira si le Jungle Dex perdurera sous sa forme actuelle, mais une chose est sûre, c'est qu'un listing facilité sur leur blockchain a de grandes chances de faire exploser leur écosystème. On débute les actualités du samedi avec FTX qui va finalement potentiellement racheter BlockFi. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on avait CNN qui avait annoncé que FTX allait racheter la plateforme de prêt crypto BlockFi pour 25 millions de dollars, mais cette information avait été démentie par Zach Prince, le CEO de BlockFi. Mais hier, on a eu un retournement de situation, car BlockFi a déclaré avoir signé un accord prévoyant l'ouverture d'une ligne de crédit de 400 millions de dollars, ainsi qu'un potentiel rachat par FTX pour la somme de 240 millions de dollars. Et donc ici on voit qu'on est loin des 25 millions de dollars annoncés par CNN, mais BlockFi précise également que le rachat sera acté en fonction des performances de l'entreprise. Et je vous rappelle que FTX leur était déjà venu en aide avec l'ouverture d'une ligne de crédit de 250 millions de dollars pour les aider à sortir de cette crise, et donc désormais, en fonction de leur performance, la société FTX se dit prêt à racheter l'entreprise.
À savoir que la société Alameda Cash, une autre société de Sam Bankman-Fried, avait également accordé une ligne de crédit de 200 millions d'USDC et de 15 000 BTC à Voyager Digital, une autre société de prêt crypto en difficulté à cause de Three Arrows Capital. Et donc au final, on voit que Sam Bankman-Fried est en train de profiter de la crise pour placer prudemment ses pions pour élargir son empire. Et en parlant de rachat de sociétés crypto, on a Binance qui serait sur le point de profiter de la crise que traverse le secteur crypto pour étendre également son empire. En effet, Changpeng Zhao, le CEO de Binance, a déclaré lors d'une interview que tous les projets crypto ne méritaient pas d'être sauvés, mais que sa société était actuellement en discussion avec 50 entreprises crypto en difficulté pour un éventuel plan de soutien. Et il a également déclaré qu'il attribuait la résistance de Binance à leur connaissance des cycles crypto et de leur large réserve de cash qui serait, d'après ses aides, la plus grande réserve détenue par les entreprises du secteur crypto. Mais pour le moment, au contraire de FTX, ils n'ont pas encore annoncé officiellement de soutien à une entreprise, mais au vu de ces déclarations, il faut s'attendre à des annonces de soutien d'entreprises crypto en difficulté dans les semaines à venir. A savoir qu'à l'heure actuelle, les exchanges Binance et FTX sont les deux premières places d'échange en termes de volume échangé sur les dernières 24 heures, et donc avec ces politiques d'expansion, il y a fort à parier que Binance et FTX seront les deux leaders incontestés du marché crypto dans les années à venir. Et sans transition, on a Three Arrows Capital qui a finalement déposé un dossier de faillite ce vendredi. En effet, après que Voyager Digital les a déclarés en défaut de paiement sur leur dette de 15 250 BTC et 300 millions d'USDC et que la justice britannique les a placés en liquidation judiciaire, le fonds d'investissement spécialisé en crypto s'est finalement déclaré en faillite dans le but de protéger les actifs des débiteurs. Bref, cette actualité n'est pas vraiment une surprise, mais elle met finalement fin à ce fonds d'investissement qui était en place depuis 10 ans et qui gérait jusqu'à 10 milliards de dollars d'actifs en mars dernier. Et la question est maintenant de savoir quelle prochaine société crypto finira par déposer le bilan. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord, au niveau de la map crypto, on peut voir que l'ensemble du marché crypto est dans le rouge vif, avec par exemple un BTC qui est sur un moins 10% et l'ETH qui est sur un moins 15%. Et du côté du crypto bubble, on peut également voir que le marché est entièrement dans le rouge, avec par exemple Avax qui est sur un moins 22%, le token de KuCoin qui est sur un moins 24%, X qui est sur un moins 26%, mais on a quand même le Luna Classic qui a fait un plus 113% sur la semaine. Et pour ce qui est du Google Trend pour le terme crypto, on peut également voir que les particuliers se sont largement désintéressés des cryptos ces derniers temps, car on est sur un niveau des 25, que l'on n'avait pas vu depuis juillet 2021, et également depuis janvier 2021. Et ainsi se termine le 32e épisode du Récap Crypto. Et je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches et que je publie également le Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite également à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto, et à demain pour le Daily Crypto du lundi.